Jean-Pierre Mercier, bonjour. Merci de participer à cette 37e édition des Assises de la traduction sous le signe de l'image, puisque le titre de ces assises est « Au commencement était l'image ». Qui dit image dit bien sûr peinture, mais pas seulement, bande dessinée également. Et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui avec vous, puisque Jean-Pierre Mercier, vous êtes éditeur de bande dessinée, journaliste littéraire, vous êtes le traducteur de l'œuvre de Crumb en France. Vous avez traduit d'ailleurs d'autres bandes dessinées qu'on appelle underground et dont nous allons parler aujourd'hui. La bande dessinée, traduite en l'occurrence de l'américain vers le français, est un objet, j'imagine, particulier à traduire. Peut-être d'autant plus lorsqu'on parle de bande dessinée underground. Et pour pouvoir recontextualiser, je vous propose, Jean-Pierre Mercier, de nous redire un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la bande dessinée underground. Est-ce qu'on l'appelle comme ça déjà à sa genèse ? Assez vite, oui. C'est une bande dessinée qui apparaît, alors après c'est des querelles de spécialistes, mais en gros, la date de naissance de l'underground c'est 67, avec le premier numéro de Zap Comics que Crumb fait tout seul à San Francisco. En réalité, il y a eu d'autres auteurs qui ont fait des choses qui ressemblent avant, mais disons que à la fois pour son exemplarité et puis pour le parfait génie de Crumb, on prend en général cette date-là. Ce numéro de Zap est absolument formidable et fondateur pour beaucoup de gens. L'underground, en fait, comme son nom l'indique, c'est donc souterrain. C'est des bandes dessinées qui sont faites par des jeunes auteurs, qui ont une vingtaine d'années dans les années 60, qui font ça en dehors de tout circuit commercial. La bande dessinée aux États-Unis, elle existe globalement sous deux formes. Dans les journaux quotidiens, les strips, alors le plus connu c'est les Peanuts par exemple, et puis sous forme de comic books. Alors, on connaît surtout des super-héros, Batman, Superman, Spider-Man, etc. Il y a eu, dans les années 60, un mouvement de convergence, alors, à la fois de choses qui sont internes à la bande dessinée, de phénomènes externes. Les phénomènes externes, c'est le mouvement hippie, la contestation de la guerre du Vietnam, la remise en cause du mode de vie américain de l'époque, c'est on sort des années Eisenhower, etc. Et donc là, il y a vraiment une interrogation de cette nouvelle génération qui arrive, qui n'a pas envie de continuer comme avant, d'une certaine façon, et la dimension extrêmement importante de la contestation politique de l'époque. L'arrivée de toutes les drogues, LSD, etc., qui vont aussi servir tout ça, enfin servir en tout cas, faire tout un travail j'allais dire, d'ouverture des esprits. Et puis, il y a dans la bande dessinée une évolution qu'on voit depuis les années 50, c'est-à-dire il y a quelques auteurs, il y a un nom extrêmement important qui est Harvey Kurtzman, qui va faire Mad Magazine, qui va faire Trump, qui va faire Help, enfin qui va faire Humbug, plusieurs revues, et en particulier donc Mad en 1952, qui est un journal de satire extrêmement bien fait, extrêmement drôle, et que Crumb, puisque j'ai déjà prononcé son nom, considère comme un des artefacts culturels les plus importants de l'histoire de la culture américaine en général, c'est-à-dire un journal qui s'adresse à des adolescents et qui se moque du mode de vie américain et qui met en cause les apparences. Alors il commence avec des bandes dessinées, et puis après ils vont se moquer du cinéma, du mode de vie américain avec les supermarchés qu'on ne connaissait pas en Europe à l'époque, etc. Ils ont lu ça dans leur jeunesse, ils arrivent... En gros, ils ont envie de faire des choses. Alors, il y a l'importance aussi de toute la culture des posters. C'est les premiers groupes de rock psychédélique. Alors, on cite toujours Grateful Dead, Jefferson Airplane, etc., etc. Et pour ces concerts-là, il y a des posters qui sont faits. Et il y a beaucoup d'auteurs qui vont commencer en faisant des grandes illustrations de posters. Shelton en a fait, enfin bon. Et puis, il y a aussi cette tradition américaine qu'on a sur les campus d'avoir des journaux d'université. Et il y a beaucoup de jeunes auteurs qui vont commencer les bandes dessinées dans ces journaux. Parallèlement à ça, il y a la naissance de ce qu'on a appelé la presse de contre-culture, le Village Voice, le East Village Other, etc., dans lequel il y a des jeunes journalistes, enfin il y a plein de choses qui bouillonnent là-dedans, et il y a des dessinateurs qui se pointent et qui publient des choses. Crumb a commencé comme ça. Et Crumb, lui, c'est un fou de mad, et c'est un fou il dit « I love cheap formats », il adore les formes populaires de la culture, et en fait, il a envie de faire un comics comme ce qu'il lisait quand il était enfant. Et donc, il va faire un comic book, et Zap, en noir et blanc, avec une couverture couleur, imprimé, une presse à main, à l'ancienne, agrafé tout seul, quelques centaines d'exemplaires. Alors là,
La mythologie veut que, et c'est vrai d'ailleurs, mais qu'il ait mis ça dans le landau du bébé qu'il avait avec sa première femme, Dana, et qu'il se soit mis à la croisée de Haight Ashbury et de l'autre rue dont j'ai oublié le nom, pour les vendre. Et c'est comme ça que c'est parti. L'underground, pour résumer, c'est hors des circuits commerciaux, avec des gens qui sont très jeunes, qui ont une vingtaine d'années, qui n'ont pas forcément, alors quelques-uns si, mais qui n'ont pas forcément de parcours artistique dans les écoles d'art, les choses de ce genre, qui viennent avec l'amour d'une bande dessinée des années 50. Alors d'un côté Mad dont j'ai parlé, de l'autre il peut y avoir aussi les EC Comics qui étaient des bandes dessinées de science-fiction, d'horreur, etc., qui ont eu des problèmes avec la censure dans les années 50. Et puis, je pense que c'est la première génération de bandes dessinées, d'auteurs, qui ne se posent pas des questions en termes commerciaux. Ils font ce qu'ils veulent parce que de toute façon, comme c'est pas vendu dans le circuit commercial, on s'en fiche. Et là, c'est liberté totale, donc pas de censure sur la violence, pas de censure sur le sexe, pas de censure sur la critique sociale, pas de censure sur la critique politique, et une remise en cause complète des formes de ce qu'est la bande dessinée. Avec des gens, alors le plus connu, ça va être Rick Griffin ou Moscoso, en tout cas dans la première génération, qui sont des gens qui vont faire des bandes dessinées qui ressemblent à des bandes dessinées, mais qui ne racontent rien d'une certaine façon. Moscoso, c'est génial, c'est des pages où on voit des espèces de Mickey, ça ressemble les personnages avec des Mickey qui flottent, les bulles sont vides, ces espèces de variations comme ça, purement formelles, c'est magnifique. Et puis, il y a des gens comme Robert Williams qui vont partir après vers la peinture. Et pour revenir à Crumb et pour revenir à Zap Comics, ça va être un signal pour tout le monde. C'est vendu dans les circuits parallèles, ce qu'on appelait les head shops, là où on vendait tout le matériel qui permet de consommer dans le plaisir et la rigolade un certain nombre de drogues récréatives. Et donc il y avait tout ce qu'il fallait, les pipes, les machins, puis il y avait des numéros de comics. Ça a duré quelques années. Après, il y a eu un mouvement de remise en cause de tout ça, des descentes de flics, des procès, enfin il y a eu pas mal de choses. Mais le première vague de l'underground, ça va être ça. Et le Zap Comics de Crumb, par exemple, Shelton, qui habitait au Texas et qui il a fait un comic qui s'appelait Feds and Heads. Quand il voit Zap, il fonce tout de suite à San Francisco, il va rencontrer Crumb et il va faire partie de la première équipe de Zap. Et en fait, dans toutes les villes, aussi bien Chicago, à New York c'est un peu particulier, mais toutes les villes américaines, il va y avoir des gens qui vont faire des comics underground de cette génération-là. La façon dont vous me décrivez l'underground me donne le sentiment qu'on est vraiment aux antipodes des Marvel, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure, où justement les héros sont très normés, très américains d'une certaine manière. Est-ce que c'est seulement un élan de liberté, seulement entre guillemets, ou est-ce que c'est aussi de l'engagement? Est-ce qu'on peut parler d'engagement pour underground? Alors, moi ce qui me frappe, c'est que pour en avoir discuté avec pas mal d'entre eux, à leur insu, je crois qu'ils avaient une posture, on peut le dire maintenant comme ça, d'artiste. Ils ne se posaient pas la question de pour qui je le fais. Quand on voit, alors vous parlez de Marvel ou même de DC, enfin les grandes maisons d'édition de bandes dessinées, principalement de super-héros, quand on voit les planches par exemple de chez Marvel, vous avez un format imposé d'exécution de l'original et vous avez des lignes bleues qu'on ne voit pas après à la photographie qui définissent le format utile, les marges, là où on doit mettre le titre, etc. Il y a des traits qui sont imprimés directement en haut des cases pour mettre les bulles. Donc l'auteur, il est considéré comme étant dans un processus industriel d'une certaine façon. On lui fournit un scénario, il exécute, après ça passe à un lettreur, un coloriste, etc., etc. Et au milieu de tout ça, il y a un éditeur qui est là pour surveiller la cohérence de tout ça, que ça ne se perde pas en route, d'une certaine façon, que ça reste... que l'histoire tienne à peu près. L'underground, c'est exactement le contraire. Chacun est dans son coin, fait son truc. Les originaux de l'époque sont extrêmement compliqués à conserver. Moi, j'ai travaillé dans un musée, donc j'en ai vu quelques-uns. C'est fait avec les moyens du bord. Et tout ça est fait dans une totale insouciance. Et on est aussi à l'époque où les questions d'argent, les questions de contrat, les questions de copyright, rien de tout ça n'a d'importance. Donc, on publie et puis on voit bien. Et ça va changer évidemment, mais ce qui est intéressant avec l'underground, c'est que traditionnellement on dit que ça dure même pas 10 ans, c'est de 67 à 75. Ce qui sonne un peu le glas de cette première époque, c'est la parution d'un magazine, un trimestriel qui s'appelle Arcade, qui est fait par deux auteurs de l'underground qui sont Art Spiegelman,
et Bill Griffiths, et qui vont rassembler la crème de leur génération dans un journal qui se veut une espèce de journal à l'européenne, ou un peu comme ce qu'a pu être Help, c'est-à-dire avec quelques textes, mais beaucoup de bandes dessinées. Et ça va durer 7 numéros, je crois, et ça va s'arrêter. Et il y a un petit creux de la vague, mais ce qui est intéressant, c'est que l'underground va déterminer un espace dans la bande dessinée américaine, qui est un espace de création, et qui existe encore aujourd'hui. Et quand on est amateur de bande dessinée, on va dire maintenant d'auteurs ou de romans graphiques, eh ben, c'est dans cet espace créé par l'underground que ces auteurs-là, Charles Burns, Dan Clowes, Adrian Tomine, Chris Ware, etc., pour moi et pour eux d'ailleurs, ce sont des héritiers de l'underground. C'est-à-dire que c'est la première, encore une fois, ce qui me semble important, c'est que c'est la première génération d'auteurs qui se déterminent, au départ, pas de façon très très consciente, mais de plus en plus, justement comme des artistes, enfin, qui mettent l'œuvre avant pourquoi je le fais pour un public. J'ai un processus de création, je parlais industriel tout à l'heure, mais aussi commercial. C'est-à-dire, on vise un public, on vise une tranche d'âge, c'est pas du tout le problème. Et l'underground va voir, donc aux États-Unis, ça va être extrêmement important pour toute une génération. Ça va venir en Europe, donc l'Angleterre, la Hollande. Et en France, c'est aussi intéressant parce que c'est la première fois que des bandes dessinées qui viennent des États-Unis vont être publiées dans ces journaux, en Europe, dans des journaux qui ne sont pas forcément des journaux de bande dessinée. C'est-à-dire que Crumb, Shelton, Greg Irons, enfin tous les grands auteurs sont publiés dans Actuel. Et Actuel n'est pas un journal de BD. Alors, puisqu'on a maintenant le contexte, la question qui se pose au niveau de la traduction, je disais tout à l'heure, vous avez notamment traduit Crumb, mais pas seulement. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à traduire ces textes-là? Est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, d'avoir des connaissances historico-politiques telles que celles que vous évoquiez tout à l'heure? Et aussi au niveau de l'humour, est-ce que l'humour n'est pas, je ne sais pas, daté, par exemple? Comment est-ce qu'on fait pour traduire cette œuvre-là en étant le plus fidèle possible à l'esprit underground de l'époque? Il y a tout un folklore. En tout cas, pour cette première vague, enfin, en gros des années, encore une fois, des années 67 jusqu'au milieu, fin des années 70, on est en pleine période hippie, donc il y a tout l'attirail de l'époque chez pas mal d'auteurs. Moi, ce qui me frappe, c'est que par rapport à cette vague hippie, Crumb le premier, mais Shelton aussi, tous, ils sont à la fois membres de cette génération, ils sont à la fois partie prenante de cette culture, mais ils ont ce côté qui vient de Mad, à mon avis, très critique par rapport à ça. La chance, quand on traduit Crumb et Shelton, c'est de pouvoir les avoir sous la main, ce qui était mon cas, puisque le hasard fait que les deux sont venus vivre en France, enfin c'est pas un hasard, mais le destin fait qu'ils sont venus vivre en France, et que moi j'ai appris plein de choses, effectivement, en les traduisant. Et pas uniquement d'ailleurs sur cette histoire de génération, parce que, enfin, cette culture générationnelle, mais parce que c'est des gens qui, par exemple, moi, m'ont beaucoup renvoyé vers l'histoire de la bande dessinée américaine. C'est des gens qui n'ont pas une grande passion pour les super-héros et toute cette production très industrielle. D'autres auteurs sont plus, je dirais, sont peut-être un peu plus éclectiques, mais par exemple, si je parle de Crumb et Shelton, ce qui leur plaît, en dehors de Mad Magazine et de quelques bandes dessinées des années 50 comme Pogo ou d'autres auteurs comme ça, Jules Pfeiffer, c'est plutôt les bandes dessinées d'avant-guerre. Moi, c'est grâce à eux que j'ai découvert des classiques incroyables comme Gasoline Alley de Frank King, enfin, tous ces grands chefs-d'œuvre. Alors, on connaissait un petit peu Crazy Cat, par exemple. Il y a tout ce background culturel de ces bandes dessinées qui étaient très peu connues en France et même aux États-Unis, et qu'ils ont beaucoup contribué à remettre sur le devant de la scène. Il y a toute une culture, alors évidemment quand on parle de Crumb, il y a toute la culture de la musique populaire américaine. Moi, c'est un bonheur sans fin, le blues, le country et tout ça. Aller chez lui et discuter de ça par rapport à ses traductions. Il y a des titres de ces histoires, il y a des personnages qui sortent directement
de chansons. Il y a une histoire de Mr. Naturel qui s'appelle Keep Your Sunny Side Up, c'est les paroles d'une chanson. Donc c'est ce que je disais, c'est qu'en fait il est nécessaire d'avoir quand même des connaissances. Voilà. Et là on pouvoir, cherche. Alors maintenant avec Internet c'est formidable parce qu'on tape les trucs, à l'époque il fallait envoyer des lettres, discuter au téléphone, voir avec des copains qu'on pouvait avoir, qui pouvaient éventuellement orienter sur tel et tel bouquin. Moi, j'ai un stock à la maison que je consulte toujours d'ailleurs de bouquins sur l'histoire de la musique, l'histoire de ceci, l'histoire de cela, pour être sûr de ne pas se planter. Est-ce qu'il y a des choses qui ne passent pas à la traduction et qu'il faut d'une certaine manière réinventer? Ah oui, oui. Shelton, par exemple, a fait 2-3 petites chansons avec les Freak Brothers. Et son chat, le chat de Fat Freddy, qui est une merveille absolue. Bon, quand on a des chansons comme ça, on essaie de trouver des équivalents. Déjà les rimes, il faut se poser le problème autrement, donc il faut, voilà, et donc on est obligé de retravailler. On est partagé entre deux choses. Moi, au début, j'essayais d'être le plus précis possible, de faire des appels de notes, des machins, en disant, bon, et puis mes copains, je me casse les pieds, quoi. Donc on essaie de trouver d'autres choses et c'est plus important d'essayer de faire passer l'esprit, l'ambiance générale que la réalité de ce qui est dit vraiment par rapport à un événement, par rapport à un personnage, par rapport à un film, par rapport à plein de choses. Alors quand c'est les films, on peut encore arriver à se débrouiller. Je sais pas, enfin j'ai l'impression qu'on fait tout. Enfin moi en tout cas, j'ai toujours essayé d'être le plus près possible de ce qu'est l'esprit de ce que ça veut dire, essayer de trouver des équivalents. Mais par exemple, actuel, il y a des histoires de Crumb où un personnage sillonne tous les États-Unis. Actuel, ils avaient décidé que ça se passait entre Nice, Clermont-Ferrand, Strasbourg, parce que pour eux, c'était important que ça existe dans la réalité de lecteurs français. Ce qui peut se défendre tout à fait. Quand on prend des histoires comme ça, quelques années après, on se dit, bon, on va peut-être essayer quand même de laisser Chicago, New York, etc. C'est essayer d'être le plus près possible de ce qu'on pense être le plus efficace par rapport à ce qu'on veut faire comprendre aux lecteurs. Alors après, c'est de la cuisine. Une dernière question, Jean-Pierre Mercier. Est-ce qu'on peut dire qu'encore aujourd'hui, d'une certaine façon, l'underground est encore révolutionnaire dans le paysage de la bande dessinée actuelle? Alors, oui, moi je dirais que l'underground est encore révolutionnaire dans le sens où il a ouvert un champ qui a, aux États-Unis, mais pas uniquement, nourri au moins 2 générations. Ces auteurs-là, que ce soit Crumb, Spiegelman, enfin, ne serait-ce si l'underground a donné l'œuvre de Crumb et l'œuvre de Shelton et de quelques autres, en particulier Mouse, qui a été un bouquin absolument, et à juste raison, c'est un chef-d'œuvre, ça a permis, c'est l'invention de l'autobiographie, c'est l'invention de la BD historique, c'est-à-dire pas de la BD historique à l'ancienne, mais un auteur comme Jack Jackson qui a fait des histoires sur le Texas dont il était originaire, des personnages comme Kana Parker, etc., qui sont des bandes dessinées documentaires formidables, extrêmement bien faites. Donc c'est laisser la bande dessinée aller à peu près n'importe où. Justin Green a fait une bande dessinée autobiographique qui est Binky Brown, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui est la naissance de l'autobiographie en bande dessinée. Quand on voit ce que c'est aujourd'hui, c'est absolument gigantesque. Et donc, même s'il y a maintenant une génération qui remet en cause l'underground, en particulier les fantasmes sexuels de certains auteurs, Crumb en ce moment, chez les jeunes auteurs, en particulier autrices de bande dessinée, aux États-Unis, pas très en cours. Hein. C'est pas trop il est très très contesté. Mais je pense que cette génération-là ne se rend pas compte que même si on peut être critique par rapport à certains contenus de l'œuvre de Crumb, cette génération-là est quand même redevable et héritière de tout ce travail. Merci beaucoup Jean-Pierre Mercier.